Je fais des rêves lucides depuis que je suis tout petit. Donc depuis que je suis petit, je sais contrôler mes rêves et je suis conscient à l'intérieur. Avec cette conscience vient en général la capacité de contrôler le scénario de rêve et de le modifier. Le rêve au final, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. En t'entraînant à reconnaître le rêve comme ce qu'il est, tu as plus de facilité par exemple à reconnaître une pensée comme ce qu'elle est. La réalité, c'est une illusion. Notre cerveau, il va modéliser ce qu'on appelle notre réalité, mais à la base, il n'y a rien de réel, si ce n'est ce qu'il projette. Il y a une étude que j'adore qui a été faite sur ce qu'on appelle le seuil de la réalité. On a établi un seuil à partir duquel tu vas croire que ton imagination est réelle. Tu voyais le monde différemment des autres ou pas? Ou est-ce que les autres te trouvaient différent quand tu leur racontais tes histoires? J'ai fait un rêve qui a duré 20 ans. Et je fais ma vie, je fais mes études, je finis mes études, je fais pas du tout kiné, je fais marketing, rien à voir. Je rencontre une femme avec qui j'ai 2 filles, je me marie. Et en fait, l'état émotionnel qui a suivi de ça, elle a duré longtemps. Comment on fait pour sortir d'une paralysie du sommeil? Déjà, je pense que si tu sais pas ce que c'est, la panique, elle te paralyse. Ce qu'il faudrait faire, ce serait d'essayer de bouger l'extrémité d'un doigt, le petit doigt ou quoi, pour essayer de créer un mouvement. Demain, tu peux programmer dès le départ un gamin sur sa trajectoire de vie en lui expliquant qu'il n'y a que cette réalité qui existe et pas d'autre. Il y a un potentiel illimité de réalité. Si je ferme les portes et que je te convainc à travers des croyances, à travers ce que tu veux, qu'il n'y a que cette possibilité pour toi, tu feras tout pour aller dans ce sens-là. Stéphane, merci d'être là pour ce podcast. Et moi, je t'ai connu sur les réseaux, tout simplement, avec un truc qui m'a un peu capté mon esprit, c'est les rêves lucides. Avant de démarrer en fait ce podcast, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je m'appelle Stéphane Carapel, je suis belge, je viens de Liège et de base donc j'avais fait la kinésithérapie à l'université. Et puis, déjà pendant mes études, je me suis intéressé à tout ce qui est état, on va appeler ça comme ça, état modifié de conscience, parce que c'est plus exactement le terme qu'on utilise maintenant, mais bref. Et en fait, je fais des rêves lucides depuis que je suis tout petit. Donc, depuis que je suis tout petit, je sais contrôler mes rêves et je suis conscient à l'intérieur. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis retrouvé à pouvoir étudier ça. Et donc maintenant, je suis spécialisé maintenant depuis un moment, ça fait un petit temps, sur les rêves lucides et l'hypnose principalement. Donc tu es tombé dedans quand tu étais petit? Exactement, comme Obélix. Excellent. Et ça sert à quoi de faire un rêve lucide? Ça sert à pas mal de choses. Je dirais que premièrement, c'est surtout pour le côté ludique. Parce qu'en vrai, c'est ouf de pouvoir... Ouais. T'en as déjà fait, toi? Ou non. Jamais? Non? Ok. Parce qu'en vrai, t'as jamais été conscient dans tes rêves? Si, ça m'est déjà arrivé d'être conscient, mais pas volontairement. Okay. Tandis que toi, tu as des techniques qui te permettent de rentrer dans un rêve lucide. Ouais, attends, t'as des techniques pour le faire volontairement, mais de base, jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait ça, en fait, c'était spontané, sans savoir. Pour moi, ça m'est déjà arrivé. Mais de manière volontaire et avec une volonté, j'ai jamais essayé. Ok. Ah ouais. Mais ça m'est déjà arrivé où je me dis, waouh, j'ai pris conscience dans le rêve que j'étais dans un rêve. Et t'arrives à les contrôler? Ouais, parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, est-ce que je peux essayer ça? Est-ce que je peux voler, entre guillemets? Ouais. Et j'ai vu que je pouvais voler. Ouais. Ah, c'est ouf. Ouais. Ça, c'était fou. Et vraiment, je me suis dit, ah ouais. Mais vas-y, donc du coup, toi, t'es tombé dedans. Donc les rêves lucides, c'est-à-dire que tu prenais conscience, pour ceux qui comprennent, qui veulent comprendre, le rêve lucide, ça consiste en quoi? C'est être conscient dans son rêve que ce qu'on vit est un rêve. Là où en général, on s'en rend compte que quand on se réveille le lendemain. Et en fait, avec cette conscience vient en général la capacité de contrôler le scénario du rêve et de le modifier. Donc ça dépend un petit peu de certaines personnes, parce que tout le monde ne sait pas le faire, ça s'apprend de contrôler, ça s'apprend de faire des rêves lucides tout court, mais aujourd'hui on sépare vraiment les deux. Et en fait, pouvoir contrôler le rêve, ça permet de vivre des aventures incroyables, déjà pour le côté ludique, mais surtout, là on se rend compte qu'il y a des sportifs qui s'entraînent maintenant dans leurs rêves pour augmenter leur performance. Il y a pas mal de choses, il y a le côté un peu boost cognitif, parce qu'au final, si je vais déjà un peu plus loin, c'est que le rêve au final, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. Et donc en fait, en t'entraînant à reconnaître le rêve comme ce qu'il est, c'est-à-dire une hallucination complexe, eh bien en fait, cette aptitude, tu l'obtiens et tu la déplaces un peu au niveau de ta vie éveillée. Et en fait, tu as plus de facilité, par exemple, à reconnaître une pensée comme ce qu'elle est, une pensée, à ne pas t'y identifier, à pouvoir un peu mieux gérer les pensées intrusives, etc. Donc il y a en fait une forme de boost de métacognition. Conscient, même dans l'état de conscience.
Ouais. Quand tu es réveillé. Exactement, ouais. Il y a vraiment des liens comme ça, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui au niveau du rêve lucide, c'est la recherche sur tout ça, avec l'aspect thérapeutique, que ce soit pour cet aspect-là, mais aussi pour les douleurs, pour les phobies, pour les cauchemars, pour les paralysies du sommeil aussi, tous ces sujets-là. Mais même si, en vrai, c'est pour ça que je commence toujours par le côté ludique, c'est parce que de base, quand on entend rêve lucide, parce que c'est pas un sujet très connu, c'est le côté Inception, on peut contrôler les rêves, on vole et tout, etc. Ouais. Mais ça existe du coup, vraiment. Et c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, tu vois, quand parce que je sais que tu fais de l'hypnose aussi, avec l'hypnose, tu peux aussi faire, je vais dire vulgairement, visualiser pour un athlète une compétition, etc. Et là, tu dis que dans le rêve lucide, ça peut être fait aussi. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est un step encore plus profond, entre guillemets. Ouais, c'est exactement. En fait, c'est très intéressant. Ouais, parce que toi, tu fais de l'hypnose aussi. Ou t'en fais plus maintenant, t'en as fait pendant les années. J'en ai fait pendant longtemps, et maintenant j'en fais beaucoup moins. Mais tu utilises quand même le mécanisme, bien sûr. Je l'utilise souvent pour faire comprendre rapidement aux gens qu'il y a une partie consciente et inconsciente. Et que du coup, souvent, j'allais dire, ce qu'on va régler, il est plutôt dans l'inconscient que dans le conscient. Ah oui, j'ai vu, parce que quand tu faisais le podcast avec Rani, les questions que tu posais, je me dis, ça c'est vraiment des questions d'un mec qui fait de l'hypnose. Il voit des trucs et je me dis, ça c'est trop marrant. Mais oui, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le sommeil, tu as plusieurs phases. En fait, donc tu as la phase, donc on est éveillé, puis on rentre dans le sommeil léger, la partie 1, N1, puis tu as le sommeil lent profond, N2, lent très profond, N3, et puis après, tu arrives à la dernière phase, le sommeil paradoxal, qui s'appelle sommeil REM. Et en fait, donc la première phase du sommeil, le sommeil N1, qui est aussi ce qu'on va appeler une phase hypnagogique, où on rentre dans le sommeil et donc on commence à avoir, quand on ferme les yeux, cette fluidification de pensée, ces pseudo-hallucinations, on voit des trucs et tout. En fait, cet état-là, il est très proche de l'hypnose. C'est en fait au niveau de, quand on compare à d'autres états modifiés de conscience, on va dire c'est le plus similaire de l'hypnose. Et donc l'hypnose, c'est une forme, parce que c'est pas encore exactement ce que c'est très compliqué, hein, mais en fait, c'est peut-être une forme de rêve éveillé. Et donc, effectivement, on va un peu là-dedans pour les sportifs, on peut pour faire de la préparation mentale, etc. Et ça, est-ce que c'est aussi fort que de l'imagerie mentale ? Déjà, l'hypnose est plus forte que l'imagerie mentale, ça on l'a vu avec des études. Maintenant, est-ce que le rêve lucide et l'hypnose, est-ce que le rêve lucide est plus fort ? Je sais pas. Par contre, il a l'avantage que tu peux le faire pendant la nuit et de pas mordre sur ton temps de journée. Donc ça, c'est assez ouf par contre. Ouais, ça c'est. Ça gagne de temps. Et tu le fais tout seul, du coup. Ouais, tu peux le faire tout seul. Ça s'apprend, mais une fois que tu as les techniques et c'est assez simple, tu peux faire ça. Ouais. Et du coup, donc il y avait cette préparation, donc ça peut aider aussi les gens à performer, on va dire aussi. Toi, tu as parlé de l'aspect ludique. Pour moi, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que ça attire la curiosité et du coup, ça permet d'avoir. Et je me suis dit, tu vois, dans les rêves lucides, on peut avoir la crainte de faire un cauchemar. Ou de faire quelque chose, un bad trip, entre guillemets, ou comment ça se gère, ça ? En fait, c'est très intéressant parce que tu as ce qu'on appelle des cauchemars lucides. Donc là, c'est un cauchemar dans lequel tu deviens conscient que tu es dans un cauchemar, donc tu sais que tu rêves et tout, mais tu peux quand même pas en sortir. Et donc là, c'est effrayant, mais en général, avec le rêve lucide, ce qu'il y a, c'est qu'on peut contrôler. Donc, quand on est vraiment un rêveur lucide, qu'on a appris à contrôler, etc., on peut contrôler le cauchemar. D'ailleurs, pour le traitement des cauchemars, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on va venir, par exemple, si quelqu'un rêve qu'il y a un monstre qui le poursuit, il peut venir transformer le monstre en ce qu'il veut, ou même lui parler pour avoir des réponses sur ce qu'il représente, etc. Donc ça, c'est méga intéressant, je trouve. Mais comment dire, ça dépend un peu des cas. Si quelqu'un devient lucide pour X raisons, mais qui ne sait pas contrôler, parce que par exemple, il y a des populations qui, eux, font beaucoup de rêves lucides, donc juste lucides sans contrôle. Et donc eux vont avoir des cauchemars lucides. Par contre, s'ils apprennent pas à contrôler, c'est embêtant pour eux. Donc d'où le fait. Parce qu'en fait, ça veut dire que presque tu es lucide, du moins tu es dans ce rêve lucide, mais tu n'arrives pas à le contrôler. Ça sous-entend que tu subis. Exactement. Le scénario. Ouais. Et tu subis, et tu sais que tu subis. Ouais. Parce que dans un rêve classique, tu subis, mais tu sais pas que tu subis. Tu es en pilote automatique, en fait. Oui. Ouais. Parce que dans le rêve classique, t'es pas conscient. Donc en fait, tu le vois en tâche de fond, mais alors tu le vis. Parce que si je suis en haut de la falaise et que je le ressens, en fait, mais je ne suis pas conscient. Ça veut dire que je ne sais pas que je suis dans un rêve. C'est ça. Ouais. Le fait de ne pas savoir qu'on est dans un rêve, c'est ce qu'on appelle la lucidité, du coup. Du moins, le fait d'être ou de ne pas être. Ouais, on va dire ça. En fait, la lucidité, maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Parce que si tu veux, la première étude que j'ai faite pour mon master à l'université, c'était justement sur la caractérisation de la lucidité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est vraiment ? Parce que la première définition, c'est la notion de conscience et de contrôle. Mais aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, que si tu fais un rêve, imaginons, et que dans ton rêve, tu es juste une caméra.
Donc il y a des gens, ils rêvent comme ça, c'est-à-dire qu'ils voient tout sans être un corps incarné. Si tu es un corps dans un rêve qui se déplace et qui parle, du coup, tu as plus de conscience. Ça demande à ton cerveau plus de process. Par exemple, comme je dis souvent, si dans ton rêve, tu parles à des gens, même si c'est un rêve classique et que tu n'es pas conscient, le fait de parler demande un processus de conscience parce que la parole, c'est créer des mots dans le présent qui vont s'articuler dans le futur, etc. Donc il y a ce côté, les niveaux de conscience, c'est très... c'est vraiment un spectre, en fait, un continuum, et on n'a pas encore établi aujourd'hui le seuil à partir duquel on se dit, OK, là, ce rêve est lucide, même si aujourd'hui, on dirait que le fait d'être lucide, très simplement, c'est si je sais que je suis en train de rêver, si je me rends compte de ça, alors on va dire que je suis lucide, et le contrôle, soit je sais contrôler, soit je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'il faut mettre une intention avant de démarrer un rêve, dans le sens où... parce que sinon, je me dis, je vais tomber dans un scénar, je maîtrise pas, mais est-ce que je peux me dire, tiens, je vais tout faire pour être dans ce scénario-là et explorer ce truc-là? Ouais, c'est une des techniques. Ouais, justement, c'est c'est ce qu'ils appellent la technique MILD, où tu viens en fait utiliser ta mémoire et ton intention pour en fait abaisser le seuil à partir duquel tu vas te rendre compte que ton scénario est un rêve. Parce que imaginons, je fais pas de technique. Là, imaginons, je suis dans un rêve et il y a je sais pas moi, il y a Mickey et Donald qui rentrent là maintenant. Et j'ai pas fait de technique ni rien. C'est peut-être pas assez bizarre entre guillemets pour moi pour me rendre compte que je suis dans un rêve. Alors que si j'ai fait cette technique-là avant, eh bien en fait comme je serais déjà préparé à me dire ok là maintenant je vais aller dormir, peut-être qu'il va se passer des trucs bizarres et ça voudra dire que je serai dans un rêve. À ce moment-là en fait ici je vais pouvoir me rendre compte à ce moment-là ce sera une stimulation suffisante pour me faire me rendre compte que je suis dans un rêve et donc là je pourrais décider de tout contrôler, de modifier le scénario, etc. D'accord, ok. Et donc là, on parle en fait on parle souvent de rêve, et moi j'entends aussi la réalité. Est-ce que ça sous-entend que la réalité c'est une illusion? Il y a une opposition. Une illusion en fait quelque part de notre cerveau, il va modéliser ce qu'on appelle notre réalité, mais à la base il n'y a rien de réel si ce n'est ce qu'il projette. Oui, en fait, j'adore les questions que tu poses. Parce que, non, mais ça se voit qu'en fait, t'as déjà bien réfléchi à toutes ces questions-là. D'office, je veux dire, en fait, avant, j'opposais beaucoup rêve et réalité. Puis en fait, à force de faire, tu te rends compte que pourquoi mon rêve est moins réel que ce que je vis là maintenant. Et d'ailleurs, il y a une étude que j'adore qui a été faite, et on appelle ça maintenant qui a été faite sur ce qu'on appelle le seuil de la réalité, ce qu'on appelle le Perky Effect. En fait, on a établi un seuil à partir duquel ton imagination, tu vas croire que ton imagination est réelle. Je t'enverrai l'étude parce qu'elle est un peu compliquée à expliquer, mais en fait, si tu veux, on sait que si je pense à quelque chose là maintenant, je sais que c'est juste une pensée, qu'elle n'est pas réelle. Par contre, il y a un stade où ma pensée va devenir tellement intense, tellement vivide qu'elle va attraper une forme de texture particulière qui va faire qu'en fait, je vais croire que cette pensée est réelle. Pour certaines personnes, par exemple, elles ont un seuil de réalité qui est très bas. Des personnes qui vont être atteintes de certaines pathologies psychiatriques vont avoir des hallucinations visuelles. Oui. En fait, c'est des pensées, mais parce qu'elles ont un seuil bas, elles vont croire que c'est réel. Alors, il y a différents types d'hallucinations. Mais en hypnose, tu vois, il y a bien l'hallucination positive. Ouais. Et dans lequel où tu peux faire visualiser qu'il y a un chat ici alors qu'il n'existe pas. Et du coup, ça ressemble un peu à ça, ou c'est le fait de croire profondément jusqu'au point de le voir? C'est ça. En fait, en hypnose, ce que tu fais, c'est que tu n'abaisses pas le seuil de la personne, mais par contre, tu augmentes l'intensité de son imagerie mentale. En fait, et c'est ça, en fait, l'hypnose, c'est une forme d'imagerie mentale plus, où la personne est tellement absorbée, et parce que tu as posé des questions, parce que le chat, justement, tu dis, OK, c'est quel chat? Il est quelle couleur? Quelle race? Si jamais tu caressais son poil, t'imagines la texture et tout. En fait, quand tu fais tout ça, tu rends l'imagerie très réelle. À la fin, il y a une confusion à ce niveau-là, et le cerveau fait plus trop la différence. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça avait jamais été fait avant, mais il y a un énorme lien, enfin à mon sens, entre l'hypnose et les rêves lucides. Parce que justement, cette perte d'agentivité que tu retrouves dans ton rêve, donc la perte d'agentivité, c'est le fait de ne plus être acteur de ce qu'on fait. Donc dans le rêve classique, on perd notre agentivité, on ne fait plus vraiment, on n'est plus acteur, même si on pense l'être. Et en hypnose, c'est ce qui peut se passer. Quand tu viens faire une lévitation du bras ou quelque chose à quelqu'un au niveau de l'hypnose ludique, en fait, il y a une perte d'agentivité de la personne. Donc tu as des gros liens entre les deux. Ouais. Excellent. Et du coup, je bascule et je me dis, toi, tu es tombé dedans quand tu étais jeune, donc ça sous-entend que tu arrivais à voir des choses, tu voyais le monde différemment des autres ou pas? Ou est-ce que les autres te trouvaient différent quand tu leur racontais tes histoires ou... Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vite arrêté d'en parler. Ouais, c'est ça, ce que je me dis.
Les gens, que, ils doivent ouais. te dire t'es perché ou... J'ai vite arrêté d'en parler parce que donc déjà les rêves lucides, j'essayais de l'expliquer d'abord à mes parents, puis ils me disaient mais non, tout le monde rêve comme ça et tout, donc moi j'ai arrêté de me poser des questions. Et c'est que vers début de ma vingtaine, un peu avant, je sais plus exactement, que je suis tombé sur des vidéos sur le rêve lucide et où je me suis dit non mais ça c'est ça que je fais en fait, ça existe et c'est pas apparemment c'est pas c'est juste pas moi un tout truc seul, ouais et c'est ouais. pas classique on va dire. Mais j'ai fait aussi d'autres expériences un peu particulières avec les rêves où donc le temps dans le rêve, la manière dont il s'écoule, on sait que, donc par exemple, quand on est lucide, le temps dans le rêve s'écoule de la même manière que le temps dans la réalité, entre guillemets. Ok. On a vu ça, c'est très intéressant. Pas mal d'études là-dessus qui mettent des nuances, comme de quand même, par exemple, ton activité motrice, si tu fais des mouvements dans un rêve, c'est ralenti, ça prend pas le même temps que dans la réalité. Mais l'écoulement du temps est linéaire par rapport à la réalité. Donc c'est une espèce de relativité du temps qui est déformée, mais dans ton rêve, Ouais. mais si on enlève ça, l'unité est la même, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'écoulement du temps est le même, mais en fait, comme si tu veux, dans ton rêve, ils ont fait une étude où ils faisaient faire des squats aux participants. Et en fait, comme faire un squat, là, si tu le fais dans la réalité, t'as un retour nerveux de ton activité. C'est-à-dire que tu vas faire la contraction musculaire, etc. Donc ton cerveau va tout capter. Dans ton rêve, il n'y a rien de tout ça. Ton corps est dans ton lit. C'est Donc vrai. en fait, il doit simuler tout ça. Ah, oui. Et donc en fait, le fait de devoir simuler ça en plus fait comme si ça venait, demander plus de process au cerveau qui doit un peu dilater le temps d'une certaine manière. Donc ça prend plus de temps, je sais plus exactement quoi. Ils ont fait ça avec plusieurs tâches, même des tâches, des mouvements particuliers de gymnastique, etc. On voit des trucs très intéressants. Mais là où c'est fou, c'est que par contre, c'est pas pareil pour les rêves classiques. Un rêve classique, tu peux avoir un temps qui est pareil, qui est linéaire, mais on a vu qu'il y a des rêves qui peuvent durer beaucoup plus longtemps dans le rêve que dans la réalité. D'accord. Et moi, ça m'est arrivé. Le tout premier, quand j'avais 12 ou 13 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ok. Et en fait, j'ai fait un rêve où j'ai dormi 8 heures, enfin une nuit normale, je sais plus exactement combien, parce qu'à ce moment-là, je n'écrivais pas mes rêves, mais j'ai fait un rêve qui a duré 3 jours dans le rêve. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, avec un rêve de 3 jours. Puis quand j'avais 15 ans... C'est-à-dire que tu as dormi dans ton rêve? C'est ça, dans mon rêve, je me suis endormi, j'ai refait plusieurs journées, et en fait, ça a fait une totalité de 3 jours. Là, c'était particulier, parce que en fait, si tu veux... Là, donc, c'était un rêve, en gros, je jouais beaucoup à Final Fantasy à l'époque, Final Fantasy XII, et d'ailleurs, il y a une corrélation, on voit que les personnes qui jouent aux jeux vidéo ont plus tendance à faire des rêves lucides, parce que comme tu es absorbé par la tâche, l'absorption que tu as dans ton rêve et l'activité cérébrale qui se dégage de cette absorption va avoir tendance à se transposer exactement. Et donc, on a vu ça, et là, moi, donc, je vais m'endormir, et dans mon rêve, je suis en train de devoir chasser des monstres pour aider les marchands à traverser le désert pour aller jusque dans la ville, etc. Et tout. Et en fait, je fais ma vie, etc. Puis je vais dormir dans le désert après dans ma tente, puis je me réveille, je refais pareil, puis je vais dormir dans ma tente, je fais pareil. Et ça, je le fais donc plusieurs nuits, ça fait un total de 3 jours. Et puis à un moment, je vais dormir dans ma tente et je me réveille dans mon lit chez moi. Et là, c'était un peu... waouh, c'était la première fois que je vivais un truc comme ça. Je me dis, ça, c'est pas comme tous les autres rêves que j'ai fait, parce que j'en ai fait beaucoup. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? J'essaye d'en parler à mes parents, ils se disent, ouais, non, c'est normal. En fait, je pense que, d'ailleurs, ils en parlent chez certaines personnes qui ont peut-être des fragilités. Encore une fois, on en revient à certaines populations en psychiatrie. Oui, c'est cette frontière qui va brouiller le réel et l'imaginaire, exactement. J'ai la chance d'être, je pense, plutôt sain à ce niveau-là, donc ça va. Mais effectivement, pour ça a été un peu particulier. Parce que je me dis, il y a un moment, on ne sait plus qu'est-ce qui est réel de ce qui est rêve, dans le sens où on se dit, parce que dans le rêve, c'est tellement réel que quand tu reviens dans le réel, tu peux te poser une question, dire, est-ce que je suis pas dans un rêve, et perdre un peu pied et se dire, je sais plus. Et ça me fait penser un peu tu vois, à ceux qui ont des dédoublements de personnalité, c'est du genre, tu peux c'est très fin en fait, c'est très lié à ton cerveau. C'est ça. Les dédoublements de personnalité, potentiellement, c'est intéressant. Ce serait autre chose. Ce serait, tu vois, par exemple, toi, t'es pas la même personne maintenant que tu serais la même personne avec, je sais pas si t'es un chien ou un chat, etc. Et en fait, potentiellement, les personnes qui ont des dissociations de personnalité, c'est des personnes, en fait, toi, tu sais que là, maintenant, t'es Hicham, et puis tu as le Hicham qui est comme ça avec son chien ou son chat à la maison, etc. Et toi, tu sais, en fait, quand tu es le Hicham de maintenant, il y a le Hicham de là, et tu fais la continuité. Les personnes qui auraient ce trouble dissociatif, en fait, ils auraient soit des apparitions spontanées à des moments comme si maintenant tu devenais le Hicham comme ça, ou alors le côté où tu ferais pas le lien entre ces moments, comme si tu perdais la jonction entre ces identités-là. Et donc, en fait, il y aurait un petit bug à ce niveau-là.
Donc je dirais que c'est encore autre chose, mais pour rejoindre ce que tu dis, en fait, il y a un truc très intéressant, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est le fait de faire un faux réveil, donc de rêver que tu te réveilles. Non, ça, quand tu commences les rêves lucides, ça arrive pas mal quand on commence dans la pratique. Et en fait, c'est que le scénario de ton rêve, donc là, imaginons, je fais un rêve, puis d'un coup, tout s'assombrit, le rêve se déstabilise, il se termine, et puis en fait, d'un coup, le rêve d'après, moi je le sais pas, mais c'est un rêve où je commence depuis mon lit, je me lève et en fait je mange mes céréales et tout, et en fait t'es toujours en train de rêver. Et tu te rends compte qu'à un moment où, moi, la première fois que ça m'est arrivé, je mange et puis d'un coup je vois ma main, parce que c'est un des trucs dans ton rêve, t'as jamais les mains comme dans la réalité. T'as tes mains qui sont différentes. Et donc en fait... Ça c'est une croyance ou c'est... Je veux dire, le fait de me le dire, du coup, ça va m'influencer dans mes futurs. Tu vois ce que je veux dire ça. On pensait, il y a des choses qui sont comme ça, parce que par exemple, dans les croyances qui fonctionnent comme ça, il y a une trend qu'il y a eu sur les réseaux, comme de quoi, si tu demandes l'heure à quelqu'un dans ton rêve, la personne va s'énerver. Ça, je pense que parce que tout le monde se l'est dit, en fait, ça a créé une suggestion qui est rentrée dans la tête de tout le monde. Ouais. Le truc des mains, en fait, c'est parce que, si tu veux, dans ton cerveau, tu as une carte de ton corps, ce qu'on appelle l'homunculus de Penfield, la somatotopie. Donc, dans cette carte-là, si tu veux, les mains, elles prennent beaucoup de place. Les jambes, ça prend... pas beaucoup de place. Et le visage prend beaucoup de place aussi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour créer une jambe, par exemple, dans un rêve, c'est une petite zone dans ton cerveau. Donc, en vrai, ça prend une activité cérébrale. Voilà. Alors qu'une main, c'est compliqué. Et le visage aussi. C'est pour ça que si tu te regardes dans un miroir, dans un rêve, tu n'auras pas soit le même visage, un visage différent ou difforme, parce qu'en fait, c'est très difficile pour ton cerveau de générer un visage. Donc, en fait, le temps de process fait que c'est tellement grand que c'est quasi impossible de l'avoir en instantané et d'avoir le truc nickel. Ouais. Alors, ça arrive, mais c'est quand même plus rare. Et c'est pour ça que les mains, c'est un test de réalité qui fonctionne bien. Donc, c'est quand dans ton rêve, tu regardes tes mains et tu regardes si tu as bien 5 doigts et si tes mains, elles sont normales. Si c'est le cas, en fait, là, par exemple, si mes mains, elles sont normales, donc c'est normalement que je suis réveillé. Dans mon rêve, j'ai regardé, j'aurais 6 doigts ou un tu vois que j'en ai 6 et tu te dis merde. Ah, merde, qu'est-ce que je fais ici? Ok, donc du coup, c'est un peu le totem pour toi qui est dans Inception, tu vois. C'est ça, exactement, eux, ils ont ça aussi. Et t'en as d'autres, comme le fait de pincer son nez, de respirer par son nez. Là, si je le pince, l'air passe pas. Et dans mon rêve, si je le pince, l'air passe quand même. Et quand tu es dans ton rêve, tu pinces ton nez, tu vois que l'air passe quand même, tu te dis quoi à ce moment-là? En fait, c'est très bizarre. Ça déclenche... c'est très, très, très particulier. En fait, c'est tellement spécial qu'en général, les premiers rêves lucides, on se réveille. Mais en fait, t'as vraiment... C'est fou, t'as un élan de... T'as le retour de la conscience dans l'inconscience. C'est très, très, très particulier. Franchement, j'ai hâte qu'un jour t'en fasses un. C'est de l'expérimenter. Ouais, parce que c'est vraiment très, très spécial. Et puis après, ça vient justement à se poser toutes ces questions, notamment de, ok, mais du coup, est-ce que je suis vraiment conscient dans ma vie éveillée? Parce que quand on est dans la lune, dans la vie éveillée, est-ce qu'on est un peu dans ce pilote automatique aussi? D'ailleurs, il y a un lien entre le fait d'être en automatique dans sa vie éveillée et que ça se transfère aussi au rêve et qu'on soit plus en pilote automatique. Mais tu vois, déjà moi avec l'hypnose, j'ai déjà eu ces réflexions-là, mais en t'écoutant avec les rêves lucides, je me dis c'est un niveau plus high level, tu vois. Ouais, ça permet de pousser. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de liens dans mon dernier travail sur l'hypnose et le rêve lucide. Par exemple, tu vois, dans la phase hypnagogique, donc tu as des hallucinations, des pseudo-hallucinations qui se suivent. Donc quand tu commences à fermer les yeux, tu as par exemple ce côté, d'abord tu vas avoir des pseudo-hallucinations kinesthésiques, puis après tu vas avoir des visuels et après de l'auditif. Et en fait je me dis ok, mais si l'hypnose ça ressemble à l'hypnagogie, pourquoi est-ce que quand on fait de l'hypnose avec les gens, des fois on mélange tout en même temps, on dit tu vas entendre ce son là, non, autant suivre cette hiérarchie là. Et pareil avec les sportifs, toi qui fais peut-être de la prépa mentale aussi, je sais pas. Et bien par exemple en fait un sportif, est-ce qu'on met de la relaxation en hypnose ou est-ce qu'on n'en met pas? Et en fait tu te rends compte que si tu mets de la relaxation, tu vas l'amener dans cette hypnagogie. Cette hypnagogie, cette phase proche du sommeil, du coup en hypnose, va favoriser l'émergence de traces émotionnelles. Et par exemple, si tu as un sportif qui s'est cassé la gueule, il a peur de remonter, je sais pas, moi j'avais eu ça avec une championne d'équitation qui s'était cassé la gueule. Et en fait, elle avait un truc cassé, etc. Elle avait peur. Et donc, il a fallu aller remettre de la relaxation et venir rechercher un peu ce souvenir-là pour le retravailler, etc. Parce que avec l'examen clinique et tout, c'est ça qui était le plus pertinent. Mais quand il y a quelque chose d'émotionnel à aller retravailler, la relaxation est plus pertinente. Par contre, si tu viens, on va dire, si tu veux travailler un mouvement spécifique, imaginons que tu travailles avec un joueur de basket qui veut juste entraîner ses mouvements, ses lancers francs en hypnose, faut pas mettre de relaxation. Donc tu court-circuites un peu ça et l'hyperfocalisation sans relaxation va montrer plus de résultats. Donc tu as effectivement un lien en liant les deux qui permet d'améliorer. Excellent, parce que du coup, ça veut dire que, par exemple, tu peux avoir un joueur de foot qui a peur de se reblesser parce qu'il s'est blessé, qu'il a un championnat derrière. Et là, on passe plus par la relaxation
et d'aller chercher l'ancrage positif pour le reprogrammer entre guillemets, alors que l'autre, on est dans de la performance pure et dure et il n'y a pas de peur c'est ça. sous-adjacente. C'est l'entraînement du mouvement, du coup, et ça. pas aller travailler sur quelque chose qui s'est passé. Et dans ce cas-là, du coup, dans le deuxième cas, quand tu travailles que le mouvement sans blessure, entre guillemets, tu vas travailler sur d'autres... tu vas le mettre en hypnose, non pas par l'émotionnel, mais tu le mettrais par quoi ? En fait, induction classique, moi je fais plus trop ce côté où je scinde induction. Tu te rends compte que l'hypnose commence déjà quand la personne fait. Mais en fait, tu as ce côté de vraiment le mettre dans le moment, de lui dire ok, là t'es sur ton terrain, il y a quoi à ta gauche, il y a quoi à ta droite, donc tu le situes. Ouais. Et je rajoute un sens intéressant, c'est le côté proprioception. Tu vas dire ok, t'es par exemple, même quand, de manière générale, dans toutes les hypnoses que je fais avec mes patients, c'est ok, là vous êtes à la plage, vous êtes comment, vous êtes couché, vous êtes debout, c'est important parce que ça leur permet de mettre leur schéma corporel dans... Ouais, c'est ça. Bien, ok. Ouais, et tu vois, je me suis toujours dit que le cerveau, c'était un laboratoire avant réalité. Dans le sens où tu peux tout tester dedans et tu peux même prévoir des choses qui peuvent potentiellement te faire peur ou pas, et de les imaginer et de voir ce que ça donne, et après de voir en réalité ce qu'il va y avoir. Et je me dis, le rêve lucide, c'est encore un level où j'ai l'impression que t'es le bonhomme, mais t'as les manettes et t'es dedans, en fait. T'as plus les manettes, en fait. Pour moi, c'est le level au-dessus de 100%. Le seul souci, c'est vraiment la difficulté d'induction pour les personnes. Alors, il y a des gens qui vont avoir très facile d'en faire ou qui vont en faire spontanément. Moi, j'en ai fait spontanément, mais j'ai pas facile. C'est pour ça, je pense que j'ai autant étudié le truc, parce que sinon, si j'avais facile, je n'aurais jamais dû le faire. Mais effectivement, j'ai pas facile. J'ai dû apprendre à rester plus longtemps dedans, à pas me réveiller, à faire mes trucs. Mais moi, je suis convaincu que par contre, c'est le futur. Tu sais, tous les sportifs, par exemple, maintenant, ils ont un coach mental. Je suis sûr que dans quelques années, quand ce sera facile d'induire le rêve lucide, non pas par des techniques cognitives, mais avec des techniques pharmacologiques ou technologiques, tout le monde fera ça, c'est sûr. Mais je pense que ça va aller. Ça commence souvent par le sport, tu as vu, un peu comme le coaching, et après, ça vient dans le grand public, parce que cette notion de performance qui vient du sport, après, tu peux l'avoir pour les entrepreneurs, et après, tu peux l'avoir pour un étudiant qui veut passer ses examens. Dès que tu veux atteindre des objectifs. C'est ça. Donc, en fait, c'est les thématiques qui vont le faire plus de bruit. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé. En fait, c'est Olivier Roland et Poisson Fécond qui m'ont appelé pour les coacher pour les rêves lucides, pour leur apprendre à en faire. Et en fait, eux, ça les intéressait pour avoir de nouvelles idées, etc. Mais c'est vrai que c'est rarement des... comment dire ? Là, c'est plus la créativité. Ouais. Mais pour la performance aussi, du coup. La performance mentale, ça, c'est un truc qui date il y a à peine, quelques mois, limite, j'ai envie de te dire un an. C'est très, très, très récent qu'on se rend compte de tout ça, et j'ai l'impression que personne n'en parle. Donc, mais ça arrive. Là, je suis en train de vraiment préparer un truc là-dessus parce que je trouve que c'est trop intéressant. Moi, je me rends compte que ça m'a beaucoup aidé, en fait, à gérer mes pensées intrusives, à me concentrer, parce que j'ai une tendance à vite me défocus, tu vois. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour ça aussi, je pense. Mais ça veut dire que tu as une partie en toi qui est assez créative et qui est très curieuse et qui peut aller en arbre un peu partout. Et tu t'arrêtes pas ? En fait, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont vu ça chez moi et qui m'ont aidé. Là, j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de dire que j'avais vu dans une vidéo que donc Marvin de chez Ultra, que t'étais son mentor, va dire moi j'ai mon Hicham, si tu veux, tu vois, qui a fait de l'hypnose aussi, etc. Et qui m'a vraiment, j'étais un peu lui il y a quelques années. Il a une quarantaine d'années là, et il a été prof d'hypnose, etc. Et donc il a vu ça, il m'a beaucoup aidé à canaliser. Et maintenant, je choisis ce que je fais, mathématiques, et j'essaye d'éloigner mes bonnes idées tout le temps pour rester focus. Donc, mais voilà, de base, en fait, t'étais plus tu pouvais aller partout et tu avais cette soif de curiosité, t'étais jamais rassasié ou tu te rassasies jamais En fait, j'étais trop vite passionné et j'adorais faire des liens en tout. Pareil, c'était de base, je voulais faire kiné, lier la kiné avec l'ostéo, puis avec l'acupuncture. Je trouvais ça trop intéressant. Ouais, mais tu veux chercher des trucs nouveaux en tout cas. Ouais, créer des liens. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas, tu vois, il y a un monde là, et toi tu cherches à dire bah tiens, on peut créer un monde avec ça et ça, et tu crées un nouveau monde quelque part. C'est ça. Et puis le créer, et en fait c'est intéressant parce que de base je voulais plus créer. Aujourd'hui je me rends compte que je préfère mettre en évidence ce qui est déjà là, parce que des fois il y a vraiment des choses qui n'existent pas du tout, et de le faire totalement. Là, j'ai l'impression que le lien entre rêve lucide et hypnose, il est vraiment, toi, tu le vois, assez évident. C'est juste qu'on n'en parle pas. Pour moi, c'est le step d'après, tu vois. Ouais, complètement. C'est-à-dire que là, moi, en tout cas, je me suis arrêté à l'hypnose. Et là, quand tu me dis ça, je me dis, wow, ah ouais, c'est encore. Tu vois, l'hypnose, c'est. Si j'avais une image, l'hypnose, c'est. Je suis dans un cinéma, t'as l'écran, tu vois, avec la dissociation, là. L'autre, t'es
t'es vraiment dedans, en fait. T'es dans l'aquarium, quoi. Ouais. Et t'es un poisson. Complètement. Et ça permet Mais ma question, c'est est-ce que quand je ressors du rêve lucide, je peux emporter des secrets et des cadeaux et des trésors, tu vois? Ah ouais, bah justement, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, en fait, t'as même, au-delà du côté lucide, il y a plein de personnes qui ont eu des découvertes incroyables dans leurs rêves. Comme je dis souvent en exemple, t'as le tableau périodique des éléments de Mendeleïev avec l'oxygène, etc. En fait, il n'arrivait pas à mettre tout ça dans un tableau. Il l'a vu dans un rêve, il a refait le tableau. C'est le tableau que tu connais aujourd'hui. T'as la musique Yesterday des Beatles. Il y a, qui disait aussi James Cameron avec Avatar, qu'il l'a vu dans un rêve. Et en fait, là, c'est des rêves qui ont amené ça spontanément. Moi, j'ai eu ça pareil avec une technique d'hypnose c'est un prof, je fais un rêve classique, puis je deviens lucide, et là, je lui demande du coup de me montrer la technique. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux, en devenant lucide, créer ces rêves créatifs sur demande. Il y a une étude il y a pas longtemps avec des poètes aussi qui ont travaillé avec le côté rêve lucide pour avoir des nouvelles idées. Ils ont fait des poèmes qui étaient plus complexes que le groupe Contrôle. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça vraiment intéressants. Ouais. Que tu peux, mais ça sous-entend que je peux avoir une demande avant de rentrer dans le rêve et l'utiliser en me disant tiens, je sais pas, j'imagine, je veux créer une mélodie, je rentre dans le rêve lucide et trouver des éléments qui me permettent d'avoir une nouvelle mélodie en sortant. Ouais, ou de les faire apparaître. Ouais, en fait, comme tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux faire apparaître quelqu'un. Moi, c'est souvent ce que je fais apparaître quelqu'un qui a toutes les solutions à ce que je veux ou qui a la réponse. Et du coup, cette personne m'explique. Parce que tu peux pas lire dans un rêve lucide. Dans un rêve, tu peux pas lire de manière générale parce que l'écriture, c'est particulier. Il y a des choses qui sont désactivées. Il y a, comme t'as pas vraiment de support avec le cerveau qui crée, c'est inconstant. Mais par contre, tu peux avoir quelqu'un qui te fait un vrai monologue, une conférence. Et en fait, c'est toi qui fais une projection mentale. Et moi, j'ai déjà eu le cas. Je me suis dit, ouais, en fait, je savais tout ce qu'il m'a dit, mais j'étais incapable de mettre tous ces mots dans cet ordre-là pour recréer ça, quoi. Ça me fait penser à, tu vois, en hypnose, des fois, tu peux dire, bah tiens, je vais laisser mon inconscient, je pose cette question-là, et quand je me réveillerai, mon inconscient. Là, ça va plus profond, c'est limite, t'es dans le game, quoi, et t'es l'architecte intérieur. C'est ça, complètement. Et tu fais, juste, t'as des palettes sur lesquelles tu peux pas toucher parce que, comme tu disais, j'allais dire la tablette ou lire, c'est compliqué, mais si tu as le cheat code, tu peux faire parler les gens à ta place, tu peux avoir toute la structure que tu cherches. C'est ça. Et tu as aussi des trucs un peu particuliers. C'est pour ça qu'il y a quand même des petits pièges. Par exemple, tu peux pas faire apparaître quelqu'un comme ça. En fait, c'est très compliqué parce que tu demandes à ton rêve de complètement se restructurer. Et donc, en fait, ça, par exemple, ce type de contrôle-là, on a vu que ça a même des impacts négatifs après. En fait, parce que tu forces, justement, là, tu forces au niveau de ton seuil de réalité. En faisant ça, tu demandes à ton cerveau que ce que tu imagines, ça devienne une réalité. Et ça peut avoir comme effet, alors, je me souviens, madame tout le monde, ce sera des petits faux souvenirs du type, t'as pensé que t'avais été dans la lumière, en fait, parce que t'as pensé, tu l'as cru que tu l'as fait, alors que tu l'as juste pensé. Chez des personnes qui ont des fragilités, ça peut être des gros faux souvenirs. Mais en fait, justement, pour pas avoir ça, tu peux contrôler sans ça, tu peux te dire, bah, ok, là, derrière la porte, il y a quelqu'un qui va arriver. Et en fait, cette personne-là, ce sera. Et en fait, tu fais des détours narratifs comme ça. Et ça te permet de ne pas. C'est Rani. Rani qui va à côté. Il y a Rani qui arrive comme ça et qui nous fait une conférence sur la lombalgie chronique. Voilà. C'est parti. Donc, ok. Donc, ça veut dire qu'il y a des limites au contrôle, en tout cas, de ce que tu peux faire apparaître instantanément. Je dirais plutôt des règles que des limites, tu vois. Parce qu'en vrai, franchement, tu peux faire ce que tu veux, mais effectivement, le rêve se déstabilise assez rapidement quand on n'a pas les techniques qu'il faut. Mais ce que je me dis, c'est que le pouvoir, il est illimité, tu vois, dans le sens où il est à la hauteur de ton rêve. Donc, si tu... Tout ce que tu veux, ouais. Tu peux aller dans... Et tu vois, on m'a souvent posé la question, on te l'a souvent posé, est-ce que tu peux rester bloqué dans une hypnose? Dans un rêve, c'est pareil, du coup? En fait, tu peux pas... justement, là, on pourrait faire un podcast entier sur ce que c'est de rester bloqué, mais en fait... tu pourrais avoir une expérience qui te marque vraiment. Voilà. Par exemple, dans les rêves qui ont duré longtemps, ça va sembler bizarre. Avant, j'en parlais pas. Maintenant, j'en parle parce que j'ai de plus en plus d'abonnés qui m'ont dit que ça leur était arrivé aussi. Mais c'est assez chelou, je suis conscient. Mais j'ai fait un rêve qui a duré 20 ans. Donc, j'avais 17 ans. Je vais dormir. Et là, contrairement à l'autre rêve où j'ai fait 3 nuits, mais c'était dans un autre environnement et j'étais pas moi. Désert, c'est ça. Donc, en fait, je me suis réveillé. Je savais que c'était pas toi. C'est ça. J'avais un petit peu un schéma corporel différent. Je me dis, c'est bizarre, les sensations étaient bizarres. Mais voilà. Là, en fait, j'ai 17 ans. Je vais dormir. Puis je me réveille. Je vais dormir et je fais ma vie. Je fais mes études. Je finis mes études. Je fais pas du tout kiné. Je
fais marketing, En rien à voir. day-to-day, hein. Oh ouais, day to day. Et en Ok. fait, là, je rencontre une femme avec qui j'ai 2 filles, je me marie, et en fait, là, aujourd'hui, à ce moment-là, je notais pas mes rêves, parce que j'avais 17 ans. Donc, il est pas hyper bien ancré, comme je le dis souvent, mais enfin, j'ai des souvenirs, et le dernier souvenir dont je me souviens, c'est le gâteau de mes 37 ans. Et là, en fait, un peu après, quelques jours après, je vais dormir, je me réveille dans mon corps de 17 ans. Et là, genre, est-ce que c'est resté bloqué? Parce que l'état émotionnel qui a suivi de Mais ça, tu il a t'en duré souviens longtemps. encore, là? En fait, là, j'ai des bribes parce que forcément, Ok. tu sais, un Oui, avec le rêve temps. est déjà, si on se souvient d'un vieux rêve, ça a pas la même texture qu'un souvenir normal. Et là, en plus, je les ancrais pas. Donc, j'ai des souvenirs. Je sais que, enfin, j'ai des images plutôt des 2 petites filles que j'avais eues qui étaient blondes, de ma femme, du coup, aussi, etc. Est-ce que tu penses que ça peut influencer ta réalité? Je pense, ouais. Parce que, mais, que ce soit Parce que ce là, est-ce que rêve-là tu ou cherches une n'importe quel. blonde pour autant, tu vois? Ouais, non. Ah, bah, c'est vrai que ma compagne est blonde, peut-être. mais J'ai 2 enfants. pas encore. Je n'aurais pas le temps de faire tous mes projets. Je sais pas comment ceux qui ont des enfants font pour faire tous leurs trucs. Ouais. Mais non, mais Tu peut-être. vois En tout cas, ça l'influence. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des rêves avec des amis à moi qui décédaient. Quand je Mhm. me réveille et que ils sont toujours vivants et que j'ai vraiment vécu l'émotion de eux qui meurent, et je me rends compte, ah ouais, en fait, je le capte pas, mon ami, mais en fait, je me rends compte que là, s'il lui arrivait ça, c'est comme ça que je me sentirais. Je vais peut-être le capter un peu plus. C'est peut-être plus important pour moi que Ok. ce qu'on a tendance à oublier, etc. Des fois, ça remet les pieds sur terre. Et Mhm. donc, en fait, la notion de rester bloqué, c'est une émotion, quelque chose, une pensée qui va modifier la réalité subjective d'un individu, qui va le poursuivre pendant longtemps. Tu peux avoir ça n'importe comment. Je pense à une patiente, j'en parlais avec un collègue psychiatre qui a une patiente, elle a développé une forme de schizophrénie après avoir eu sa meilleure amie qui est décédée dans un accident de voiture avec elle, et elle l'a vu brûler pendant. Enfin, bref, donc, et en Donc fait, là, ce émotionnellement, trauma-là, elle a été marquée. ouais, et ça, en Ouais. fait, ce trauma-là, bah, il te laisse bloqué, entre guillemets, Oui. tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, on pourrait parler d'une heure de ça. Oui, oui, Mais- donc, du coup, ça revient avec le bloqué. Et je me disais, donc dans un rêve lucide, on n'est pas bloqué Non, tu peux pas. plus que ça, quoi. Non. C'est- Mais tu peux avoir vraiment retiré des choses très intéressantes, mais rester bloqué, non. C'est comme l'hypnose, en fait, c'est comme un fou rire, tu restes pas bloqué. Oui, dans c'est un fou ça, rire. c'est que tu restes au bout d'un moment. Et j'étais en train de penser toujours dans les rêves et dans cette notion de nuit. Quand j'étais plus jeune, des fois, je pouvais me lever, être conscient de ce qui se passe, mais ne pas bouger. Tu vois? Ouais. Vraiment en mode Paralysie je du savais sommeil. pas- je savais pas que ça s'appelait une paralysie du Ah ouais, sommeil. mais Sauf que beaucoup de gens ne savent pas. tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, ça se trouve, il y a des gens qui sont qui le vivent et qui ne le savent pas. C'est-à-dire que pour moi, je me levais et je me disais, je me retournais comme ça et j'essayais de crier. T'avais des hallucinations? Ouais. Ouais, du moins des ombres, tu vois, et je me disais, et j'entendais des sons, tu vois, c'était vraiment réel. Et genre, t'as envie de crier histoire de dire, et tu vois qu'il y a rien qui sort. Et tu vois, c'est intéressant parce que c'est longtemps après, mais quand je dis longtemps après, c'était genre 20 ans après que j'ai compris que c'était une paralysie du sommeil. Et de par mes origines, tu vois, c'était, on te dit toujours, ouais, il y a des djinns, il y a des genoun, il y a un truc et tout. Et tu te dis, mais comment je fais pour sortir de ce monde-là, tu vois? Et mais quand j'ai appris que c'était une... Parce que, tu sais, t'as des dessins un peu bizarres où tu vas voir genre un espèce de diable qui est assis sur toi, ou... Donc je pense que c'est des interprétations de ce qui... Culturel, beaucoup, Voilà, hein, ce que on l'a j'allais vu. dire. Hein. Ouais. Donc, mais j'étais quelque part soulagé quand j'ai vu que scientifiquement, il y avait un sens, tu vois. Mais oui, ouais, c'est pour ça, c'est un de mes combats vraiment pour en parler justement, parce qu'en fait, les paralysies du sommeil, je donnais une conférence la dernière fois, et j'adore faire ça. Je dis, qui ici a déjà fait une paralysie du sommeil? Et je dis, tapez dans les mains, applaudissez ou quoi, ou levez la main, bref, les gens applaudissent. Et puis je fais, ok, qui ici a déjà eu la nuit des hallucinations, a déjà vu des trucs, entendu des trucs, en se réveillant la nuit en étant paralysé? Et là, t'as beaucoup plus de gens qui tapent. Et je fais, ok, mais les gars, ça veut dire que si ça se fait, les gens, parce que je dis, rassurez-vous, vous pouvez en parler, vous n'êtes pas fous, c'est normal. Et en fait, beaucoup de gens vivent ça. Et c'est comme les sorties hors du corps, en fait. C'est pareil, ça fait partie, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué, mais des paralysies du sommeil, en tout cas des phénomènes qui sont étudiés scientifiquement. Parce que dans les paralysies, t'as 3 types d'hallucinations. T'as les hallucinations visuelles, où tu vois des trucs, qui sont d'ailleurs reliés à l'inconscient culturel, parce que au Maroc, etc., justement, dans certaines cultures, on va parler de djinns. Ici, on va avoir des ombres. Aux États-Unis, très marrant, ils voient beaucoup plus d'aliens. Parce qu'en fait, il y a un inconscient culturel lié à la zone 51 et tout, etc. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont beaucoup plus d'enlèvements d'ovnis qui parlent beaucoup plus de ça. Bref, en tout cas, on voit beaucoup plus ça dans ces cultures-là. Et il y a les hallucinations
kinesthésique, donc tu vas sentir que quelqu'un t'étouffe, etc. Ça vient d'une interprétation, en fait, si tu veux, c'est ton rêve ton cerveau crée une hallucination en lien avec ce que tu ressens et ton état émotionnel. Comme tu peux pas respirer parce que ta respiration est automatisée par le fait, par ta phase de sommeil paradoxale, etc., tu as l'impression que tu peux pas respirer, et en fait, tu contrôles pas exactement, donc tu as l'impression d'étouffer. Donc, tu as souvent une hallucination liée à ça. Et sinon, tu as les hallucinations vestibulomotrices. Donc, en fait, tu as un petit bug qui se passe au niveau de ton oreille interne, et donc, en fait, tu peux avoir l'impression de sortir de ton corps, de grandir, etc. et tout. Et là, souvent, vient un scénario qui se construit autour d'avoir l'impression de sortir de son corps. Et donc, on explique aussi tout ça comme ça. Et on arrive à le créer chez des gens. Parce que moi, j'avais vu une émission où il y avait un gars, je crois que de tête, ça doit être Nicolas Fraisse. Ouais, qui parlait justement des sorties de corps. Ouais. Et je sais plus si c'était en Suisse ou quelque chose comme ça. Genre, en tout cas, ça a l'air étudié. C'est ça. Après, Nicolas Fraisse, c'est un peu différent. Parce que lui, en toute humilité, je pense que Nicolas Fraisse, il fait ce qu'on appelle et ce qu'on étudie aujourd'hui comme étant le remote viewing ou la vision à distance, ce qu'on appelle l'intuition non locale. Et donc aujourd'hui, on se rend compte en étudiant ça, parce qu'il y a des études qui sont intéressantes, mais il faut quand même, pour le moment, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Mais je trouve ça très fascinant parce qu'en fait, on peut élaborer des théories autour de tout ça. Et Nicolas Fraisse, ce qui se passerait, ce serait qu'en fait, lui, donc il voit la vision à distance, c'est quoi? C'est que, imaginons, je mets une enveloppe là à côté et je vais projeter ma conscience, entre guillemets, pour avoir l'information de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et donc certaines personnes peuvent avoir l'information comme ça, en se concentrant simplement, et d'autres personnes vont avoir, non pas juste l'image, mais vont avoir un scénario de sortir, d'aller voir et tout. Et Nicolas Fraisse, en fait, il ferait juste une forme de remote viewing en, en projetant un remote viewing où ça s'articulerait autour d'un scénario de sortie hors du corps. Maintenant, j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait. Je sais en fait que ce sujet-là est étudié pas mal à Paris, et dans pas mal d'endroits aussi, et que ça commence à évoluer. Mais je serais curieux de le voir vraiment dans des situations. Voilà. Tu vois, c'est intéressant parce que du coup, ça ouvre un panel de choses où, à l'époque, on te disait non, c'est pas possible. Aujourd'hui, avec les sciences, on commence à essayer d'expliquer certaines choses. Bon, après, le remote viewing, je sais pas si ça, comment ça fonctionne et si ça existe vraiment. Après, tu vois, tout ce qui est médium, où tu as des gens qui réussissent à voir des choses qui sont dans le passé ou dans le futur, à l'instant présent. J'ai l'impression que ton cerveau, c'est comme si il marche à une certaine fréquence. Et tu as des gens qui réussissent à bouger cette fréquence et à capter d'autres informations qui sont déjà là, tu vois. Ouais. Et à créer... Parce qu'en fait, ça revient toujours à cette... La réalité telle qu'on nous l'a apprise, elle est limitée. Mais peut-être qu'elle est bornée alors qu'elle est beaucoup plus élevée que ça. Et tu peux faire des choses où aujourd'hui, en 2026, on se dit c'est impossible. Et peut-être que dans 100 ans, on va se dire easy, tu vois. C'est ça. Moi, je préfère toujours me dire, en fait, j'ai tout autant peur de quelqu'un qui me dit ça existe, c'est sûr, ces trucs-là, ça existe, que quelqu'un qui me dit ouais, c'est sûr, ça existe pas. En fait, on n'en sait rien. Et quand je pense, et c'est pour ça qu'il faut prendre plein de théories, le rêve lucide, par exemple, jusqu'à 1981, avant que ce soit prouvé scientifiquement, c'était un truc complètement perché et les scientifiques se foutaient de la gueule de ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un gars qui a fait des études là-dessus en 75, enfin en 75 du coup. Et en gros, lui, il a publié dans une revue qui était un peu plus à connotation ésotérique, en tout cas parapsie, etc. Et du coup, ça a fait que le monde scientifique n'a pas pris ça au sérieux. Puis après, ça a rechangé et tout. Donc, franchement, aucune idée. Et je connais des personnes qui sont bien plus intelligentes que moi, qui connaissent ça, des chercheurs qui sont là-dessus depuis des années, qui en fait, ils te disent ouais, pourquoi pas, et t'expliquent des trucs et tu fais ouais, ok. Et en général, ceux qui sont vraiment fermés, je suis sûr que si je les mets en podcast, déjà, je pense rien qu'avec moi, mais alors avec eux, j'imagine même pas, il y a un décalage de niveau qui fait que ouais, non, pas sûr que les théories soient. Ouais. Donc du coup, et pour revenir sur la paralysie du sommeil, comment on fait pour sortir d'une paralysie du sommeil? Les techniques. Parce que moi, j'étais bloqué et c'est compliqué. T'essayes plein de choses et. Déjà, je pense que si tu sais pas ce que c'est, la panique, elle te paralyse. Encore plus, du coup, c'est ouf. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait d'essayer de bouger juste, par exemple, l'extrémité d'un doigt, le petit doigt ou quoi, pour essayer de créer un mouvement. Pas petit soit-il, juste pour... pour pas créer d'abord un segment qui est, encore une fois, c'est en fonction de la taille dans le cerveau, etc., mais qui demanderait trop de contrôle, etc. Quelque chose ça va être facile. En fait, ce que tu dis indirectement, c'est qu'il faut pas forcer. Parce que si je force pour sortir, c'est comme si je m'enfonçais, en fait. C'est-à-dire que c'est contre-productif. Alors que bouger un petit truc, c'est...
Tu vois, c'est un peu comme les doigts, tu vois. Tu te rappelles, quand ça bouge un petit peu, Exactement. t'as la personne qui se dit « Ah, ça y est, ça démarre Ouais. Tu sais, tu commences pas par une rupture directe. Ouais, totalement. Mais je pense vraiment que en fait, si tu essayes de forcer, faut vraiment être très confiant pour te sentir paralysé à fond et ne pas avoir de stress. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas que la paralysie induit d'office une hallucination négative. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une molécule qui rentre en jeu. Il y a une étude qui est sortie là-dessus il y a pas longtemps. Une molécule qui rentre en jeu qui fait que ce serait la molécule de la suggestibilité. J'adore ça parce qu'en fait, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est l'état émotionnel dans lequel tu es. Ça va créer une hallucination directe en lien avec ça. C'est-à-dire que si tu stresses pas, tu crées une hallucination positive. Les rêveurs lucides, ils transforment les paralysies du sommeil en rêves lucides directement. Parce que oui, on l'a pas dit, en fait, tu as deux moyens de faire un rêve lucide. Tu as soit tu deviens lucide dans ton rêve à partir d'un rêve classique, comme si là maintenant je rêvais, d'un coup je fais ah putain, ah ouais, je suis en train de rêver. Et tu as le rêve où en fait tu ne perds à aucun moment ta conscience. C'est-à-dire que tu t'endors consciemment. Et donc c'est beaucoup plus facile à faire au deuxième endormissement. Pas au premier, parce qu'au premier, de passer par toutes les strates comme ça, c'est compliqué. Mais au deuxième endormissement, en passant par la paralysie du sommeil, t'es déjà à mi-chemin de rêver la réalité. Et moi, j'ai un pote, je le prends souvent comme exemple, qui lui fait apparaître des arbres dans sa chambre. Et puis quand il a plein d'arbres et que c'est une forêt, il se lève, il sait qu'il est rendormi, qu'il est dans son rêve, quoi. Et ouais, il joue avec ça comme ça. Ah oui. Donc, et c'est pour ça que des fois, on te dit de te réveiller après un cycle ou te réveiller, te recoucher. Ouais, c'est ça. Vu, c'est de te réveiller après... J'avais vu une de tes vidéos d'ailleurs où je crois que tu disais après 4 heures ou peut-être quelque chose. Ouais. Après 5 ou 6 heures. Ouais, 5 ou 6 heures de sommeil pour être sûr de te réveiller dans la phase de sommeil, en fait, dans ta deuxième partie de nuit où tu vas avoir une plus grande partie de phase de sommeil paradoxale. Et donc, en fait, ça va faciliter le fait que tu te réveilles à ce moment-là parce que si tu te réveilles pas dans une phase de sommeil paradoxale, tu as moins de chances de te souvenir de tes rêves. Même si on sait qu'on peut être lucide et faire des rêves dans toutes les phases, ça facilite quand même grandement. Donc là, le moment où tu te réveilles, c'est quand même important. Ouais, vraiment. Mais pourquoi des fois se réveiller, c'est très difficile et de toi, là, tu es en super high énergie et tu te poses pas de questions? Le matin, de manière générale, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plein de facteurs. Une théorie que j'aime beaucoup, c'est que potentiellement, des fois, quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas bien, c'est qu'on a fait un cauchemar, mais dont on se souvient pas. Et que même, en fait, si tu ne t'en souviens pas, il s'est passé, il t'a impacté émotionnellement de la même manière. Exactement. D'ailleurs, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un, c'est assez intéressant. Tu as des personnes qui se lèvent le matin et sont vraiment impactées par le scénario du rêve, etc. Et même le scénario reste encore un peu en tête et on a encore un peu un mi-chemin. C'est-à-dire qu'on fait notre journée, mais on est toujours dans le rêve en train d'y penser. Et en fait, imagine que tu te lèves, que tu as eu un scénario négatif, que tu essayes d'y penser, et d'un coup, le rêve s'estompe, tu n'arrives plus comme s'il retourne dans le fond de ta tête. Mais en fait, l'état émotionnel reste là, mais comme tu n'as plus le souvenir, tu n'as plus de levier d'action pour réfléchir, à savoir ce qui se passe, etc. Comme si tu avais des schémas, des trucs internes vraiment, qu'en fait, c'est bon, le truc est refermé, tu n'as plus accès. C'est pour ça que travailler le rappel onirique, donc le rappel de rêve, c'est, je pense, extrêmement intéressant, non seulement pour se souvenir de ses rêves, mais pour avoir accès à des schémas de pensée qui se passent à des niveaux un peu différents. Mmh. Et après, tu sais, on te dit que J'avais lu une étude où il disait que tous les visages que tu peux voir dans des rêves, forcément, tu les as vus quelque part ou tu peux pas inventer quelque chose que tu n'as jamais vu from scratch, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça te... Je sais pas parce que je vois pas pourquoi ce serait pas possible de, par exemple, imaginons que je vois quelqu'un avec peut-être tes yeux, la moustache de radis, tu vois, il y a un ensemble de plein de choses. Parce que c'est une combinaison. Mais quelque chose que tu n'as jamais vu et le voir, j'avais cru comprendre que c'était pas possible dans le sens où tu peux pas inventer quelque chose que tu n'as jamais vu, même en combinaison. Ouais. Tu vois, je sais pas, j'ai des... Je sais pas si c'est lié à la mémoire ou au fait que... en tout cas, l'idée, c'est... En fait, il va d'office prendre dans ta base C'est ça. Voilà. Mais il va recombiner à partir de certaines choses, que ce soit un visage ou n'importe quoi, mais tu peux avoir un visage que tu n'as jamais vu, mais qui est pareil... comme tu as déjà vu plein de visages, tu sais que c'est de la peau de manière générale, de la barbe, etc. Il peut recombiner. Mais je me disais, tu vois... ça me fait penser à ton rêve de... Pendant 20 ans, t'as rêvé? Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est un bon titre. J'ai rêvé pendant 20 ans. Ah ouais. Ah, tu pourras le mettre, il va bien fonctionner, je suis sûr. Mais l'idée, c'est de me dire... tu vois, j'ai toujours cette question de... est-ce que vraiment on vit quelque chose de réel ou c'est juste, encore une fois, une illusion qui est à un certain niveau et on s'en rend pas compte, tu vois? Ouais, ça fait se poser beaucoup de questions sur ces notions de simulation. Est-ce qu'on est dans une simulation ou dans le rêve de quelqu'un ou des trucs comme ça? Là, ça rajoute au niveau philosophique.
enfin, des notions super intéressantes. D'ailleurs, pourquoi est-ce que quand les intelligences artificielles, elles ont du mal à faire les mains, elles avaient du mal à faire les mains. Donc, tu as des petits liens comme ça et tout. Bon, voilà. Moi perso, en fait, je m'interroge très peu là-dessus. Je suis très sur le côté. Et c'est pour ça que j'aime bien les rêves lucides. Avant, on savait pas qu'on pouvait contrôler les rêves. Maintenant, on sait qu'on peut les contrôler. Que ce soit une autre réalité ou juste un truc créé par le cerveau. Tu pars pas dans l'ésotérique, en fait. Tu vas pas partir dans les croyances qui sont... Je connais toutes les théories, parce que j'adore, en fait, vraiment, j'ai tout lu, mais en fait, je pars vraiment de ce qu'on connaît de plus récent pour essayer de pas me perdre, parce que des fois, il y a des personnes, tu sais, c'est comme... c'est pas grave, c'est normal, moi, je passe mon temps à faire ça parce que j'aime bien, mais là, il y a beaucoup de gens disent, bah non, par exemple, les voyages astro, les sorties hors du corps, c'est pas pareil que les rêves lucides, parce que on voit à 360 degrés, des fois, on a une corde d'argent qui relie notre corps à notre corps énergétique, mais en fait, on se rend compte pareil, quand tu fais des études, pardon, moi, je suis fatigué, sur des grandes populations, qu'en fait, tout le monde n'a pas cette corde d'argent, qu'en 360 degrés, tu peux faire un rêve classique où tu as une caméra, déjà. Et qu'en fait, il y a beaucoup de croyances qui interviennent dans tout ça, et on voit que les gens qui ont des croyances ésotériques, en fait, vont avoir beaucoup plus tendance à croire qu'ils font des sorties, des voyages astro, sortir du corps, que des rêves lucides. Même si maintenant, là, je fais un gros mélange de tout, parce qu'au final, c'est compliqué. T'as rêve lucide, sortir du corps, et voyage astral, c'est vraiment la connotation ésotérique des sortir du corps. Mais voilà. Par exemple, c'est aussi intéressant dans le labo dans lequel j'ai fait mes masters et où je vais faire ma thèse. Tu as une personne qui étudie les expériences de mort imminente. Et en fait, les expériences de mort imminente, pareil, tu as un truc très intéressant, c'est que on voit pas tous le tunnel. En fait, c'est très culturel. Tu as des gens qui voient une rivière, tu as des gens qui voient une porte, et donc, en fait, ça dépend de la conscience culturelle. Voilà, c'est ça, parce qu'on nous a mis dans la tête qu'il y avait un tunnel avec une lumière blanche. Ouais. Et dans la tête ici, du coup. C'est ça qui est fou. Et en fait, tu te dis, est-ce que du coup, ça n'existe pas? Est-ce que c'est une création du cerveau? Ouais, est-ce que c'est pas un mélange des deux? Ou est-ce que, moi, j'en sais rien, tu vois. Mais tu as ça, et tu as aussi le côté où ça, faudrait revoir, et c'est un nuance évidemment, mais tu as les gens qui vont vivre des expériences de mort imminente. C'est des personnes, quand tu les scores sur des échelles, potentiellement, du coup, elles ont des plus gros scores à la tendance à la dissociation et à la spiritualité. Et donc, dissociation, tout comme l'hypnose pour le test de réceptivité à l'hypnose, c'est aussi le score à la dissociation, c'est ce qui va marquer le plus si tu es réceptif à l'hypnose. Ouais. Donc, tous ces trucs-là sont forts en lien. Je veux dire, j'ai hâte que ça continue à J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai eu un vrai vide existentiel avec la recherche. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment rien. Mais à un niveau de profondeur où j'ai même perdu le sens dans ce que je faisais, parce que je me dis, bon, de toute façon, ce que je dis, ça se met, c'est faux. Ouais. Donc en fait, voilà, et ça l'est certainement. C'est pour ça que le côté très, on peut contrôler les rêves, que ce soit ça. Contrôler, c'est possible. L'hypnose, ça aide les gens. Que l'hypnose, ce soit ça, c'est très factuel et très cartésien, dans le sens où ça t'évite de te perdre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que des chemins, il y en a 40 milliards. Ah oui, parce que ça sert à rien. Et en fait, tu te rends compte de quelque chose, c'est que même quand on s'appuie sur des études, au final, c'est juste un niveau de profondeur qui est, entre guillemets, plus exact que quand on les utilise pas. Mais que même quand tu arrives au niveau de profondeur le plus élevé, les gens sont pas d'accord. C'est un truc de fou. Donc, voilà, quoi. C'est excellent. Et tu vois, je me disais, par rapport aux entrepreneurs et aux dirigeants, ou même aux sportifs, souvent, quand tu leur demandes, quand tu étais plus jeune, ils ont déjà cette image de « moi, je savais », quand tu fais en rétro, ils te disent « moi, je savais que j'allais construire quelque chose de grand, que j'allais devenir quelqu'un ». Et je me dis, est-ce que… Et des fois, c'est un peu le discours, c'est dans ton rêve, tu te le répètes suffisamment qu'au bout d'un moment, ça devient une certitude, et que le monde tel qu'il est, quand tu te réveilles en tout cas, tu vas obligatoirement y croire, mais à 400%, et tu vas aller chercher des informations qui vont en concordance avec ce rêve-là. Donc ça veut dire que ton rêve va piloter ton avenir, et si tu fais suffisamment ce rêve-là, où tu as un mec qui est convaincu, mais avec une certitude à 15 000%, pour lui, il n'y a pas d'autre choix. Donc il va aller chercher ces éléments-là, et finalement, ça va avoir une trajectoire de vie sur la base de son rêve. Ouais, mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait, le rêve est un peu le résultat, une incubation de tes pensées de la journée. C'est ce que je dis souvent, et je réfléchis beaucoup autour de ça pour le moment, c'est je me rends compte que tous les trucs pour lesquels j'ai été bon à un moment, c'est des trucs qui ont tourné dans ma tête, à fond dans mon imagerie mentale, à fond. Le moment où j'étais à fond dans le sport de combat, c'est pas que je faisais un peu le sport de combat, c'est que je rentrais, je pensais à ça, je faisais du shadow, je faisais à fond ça. Et puis là, par exemple, j'ai essayé de me lancer dans le piano.
Je me rends compte que j'en fais un petit peu, mais dès que j'ai fini le piano, j'ai fini le mode piano. J'y pense plus. Et puis là, ça fait un moment maintenant, c'est plus que rêve lucide, hypnose. Et donc, j'ai toutes mes pensées qui tournent autour de ça. Et donc, du coup, ça crée beaucoup plus de choses. Et donc, les personnes qui se créent cette future réalité, pour moi, c'est l'extension de leurs pensées de la journée mélangées à leurs pensées de la nuit qui sont au final que ça. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que là, actuellement, en fait, t'es en train de rêver. J'aime beaucoup ça. T'es en train de rêver, c'est juste que t'as un niveau de conscience qui est trop activé que pour t'en rendre compte. Et donc, en fait, les rêves seraient un peu comme les étoiles dans le ciel pendant la journée. C'est-à-dire que la lumière du soleil fait que tu les vois pas, mais en réalité, elles sont là. Et donc, toutes tes pensées, là, maintenant, qui se passent à un certain niveau, mais en fait, elles vont alimenter une forme de toile de fond qui est là et qui tapisse des mécanismes différents, qui impactent peut-être plus différemment, plus profondément, je sais pas. Mais donc, ouais, je pense que vraiment, le contenu de ce qui se passe dans notre tête va vraiment alimenter plein de choses. Fort, hein, dans le sens où tu te dis, demain, tu peux programmer dès le départ un gamin sur sa trajectoire de vie, en lui expliquant qu'il n'y a que cette réalité qui existe et pas d'autre. Parce qu'en fait, il y a un potentiel illimité de réalité. Si je ferme les portes et que je te convainc, en tout cas à travers des croyances, à travers ce que tu veux, qu'il n'y a que cette possibilité pour toi, tu feras tout pour aller dans ce sens-là. Ah oui, en fait, c'est déjà de l'éducation de manière générale, c'est ça. Dès que tu as des parents qui ont des croyances, ils vont te les inculquer, il y a tout ça. Et je trouve que justement, en comprenant toutes ces notions, tous ces leviers autour du rêve lucide, de l'hypnose, ça donne du contrôle aux gens pour comprendre les mécanismes de base à tout ça et pour faire ce qu'ils veulent avec. Oui, parce que clairement, moi, j'étais pas du tout, on va dire... rien ne m'a poussé à m'intéresser à tout ça. Mes croyances, c'était que ces trucs-là, ça n'existait pas, ou c'est bizarre et tout. Oui, mais ta référence, elle était quand même là. Tu vois, quand tu me dis à 12 ans, ou peut-être même avant, tu as déjà fait les rêves lucides, tu as été imbibé, marqué à un moment par quelque chose, et ta trajectoire de vie, tu vois, c'est comme si tu avais une gravité qui tourne autour de ça. Ton parcours, finalement, il est plutôt logique en soi. Franchement, je dirais que c'est surtout beaucoup de la chance parce que moi, de mon côté, il y avait rien de tout ça, mais on parlait pas de ça. Oui, mais tu le savais, toi. Moi, en fait, je vivais, mais j'ai appris qu'à 20 ans que les rêves lucides, c'était différent. Et en fait, ce qui s'est passé, que c'était vraiment un truc à part entière. Moi, je pensais juste que je faisais des rêves normaux. Et mes 3 expériences que j'ai eues, parce qu'après, j'en ai eu une 4e vers mes 25 ans, d'un rêve qui a aussi duré très longtemps, où là, j'ai pu le noter et tout, etc. Et c'était assez ouf, parce que là, je me souviens très bien. Donc là, tu as eu des faits marquants. Ouais, parce que là, autant avec ce que je sais aujourd'hui, je pourrais me dire, ok, les rêves de plusieurs années, etc. Est-ce qu'il y a des faux souvenirs, des biais de mémorisation, des choses que... Mais là, je me base sur ce que j'ai raconté à plusieurs personnes, à ce dont je me souviens, des quelques images que j'ai en tête, et je me souviens quand même de comment ça m'a marqué. Mais là, j'ai eu un souvenir quand j'ai eu 25 ans. Enfin, j'ai fait un rêve qui a duré, lui, c'était plus ou moins 27 heures, donc c'est un rêve qui avait commencé à 10 heures du matin. Puis j'ai fait toute l'horloge, j'ai dormi, et puis je me suis réveillé le lendemain à 13 heures. Et donc ça, pareil, là, c'était quand je faisais des tests avec certaines... En fait, tu as des molécules qui servent à induire le rêve lucide pharmacologiquement. Donc je m'étais renseigné, j'avais été voir des pharmaciens, etc. pour voir. C'est d'ailleurs très utile pour pouvoir les induire chez les gens qui veulent juste essayer comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas trop d'effets secondaires. Enfin bref, je vais pas commencer à proposer aux gens d'aller prendre des trucs. Non, pas du tout, renseignez-vous, pas n'importe quoi. Naturellement. Mais ça, on peut le faire naturellement. Ouais, sinon, t'as pas les effets positifs aussi. Comme je dis souvent, c'est comme si tu faisais de la musculation et pour soulever ta charge, en fait, tu prends une grue. Tu développes pas du muscle. Mais du coup, non, j'ai vraiment fait ça sans savoir ce que c'était. Et c'est juste que au début, j'en faisais comme ça, j'arrivais pas à les faire durer longtemps. Ça durait, je sais pas, 10, 15, 20, 30 secondes, puis peut-être 1 ou 2 minutes des fois. Puis en découvrant ce que c'était, je découvre les techniques, j'arrive à les induire, je découvre les techniques pour stabiliser, donc j'arrive à faire durer plus longtemps. Et là, en fait, je me dis, waouh, en fait, c'est trop cool, il faut absolument que tout le monde sache que ça existe, parce que c'est trop génial, parce que moi, j'ai appris plein de trucs, enfin, ça m'a vraiment aidé à me développer, à me poser plein de questions trop géniales, et aussi à savoir que ce que je vivais, ça existait vraiment, et que c'était étudié scientifiquement. Et en gros, j'ai été proposé à un neurologue qui faisait des recherches là-dessus, qui était le directeur du laboratoire de l'université où j'ai fait mes masters, de me proposer de base juste pour aider la recherche, s'ils veulent m'étudier, s'ils veulent des rêveurs lucides. Et il m'a dit, ouais, si tu veux, il y a une femme là-bas qui a fait ça. Moi, je fais plus ça, mais qui a fait son post-doctorat à Madison sur le rêve lucide. Si tu veux, elle, envoie-lui un mail. Je lui ai envoyé, c'est la directrice de laboratoire, c'est elle qui m'a proposé tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu cette histoire-là, moi, j'ai envoyé. L'histoire, elle est ouf. Elle m'émeut toujours un petit peu parce que je la trouve chouette. En fait, j'ai envoyé un message au gars parce qu'à ce moment-là, il y avait des personnes qui parlaient du rêve lucide. Tu avais Poisson Fécond et tu avais Fabien Olicard et d'autres personnes, mais c'était un peu les plus grosses chaînes. Et en gros, t'as un gars qui, lui, m'a vraiment aidé, parce que autant Poisson Fécond m'a aidé à découvrir le phénomène,
Il y a un gars qui fait une vidéo qui a 500 abonnés et lui, sa vision, elle m'aide vraiment à faire durer mes rêves lucides plus longtemps et tout. Et je me dis waouh. Donc je lui envoie un message après avoir eu la proposition de thèse, de mémoire et tout. Et je fais mec, voilà, je veux juste envoyer un message parce que je sais bien que quand on a 500 abonnés sur YouTube, on pense qu'on sert à rien. Mais moi, en fait, tes vidéos, elles m'ont permis de faire mes vraiment premiers gros rêves lucides. Et je lui explique l'histoire qu'on m'a proposé une thèse. Là, je vais pouvoir faire ma thèse dans un laboratoire qui est mondialement connu de la recherche sur la conscience. Et en fait, juste tes vidéos, elles ont changé ma vie, donc merci. Et là, il me dit, mec, tu sais pas à quel point ton message il me fait plaisir, parce que moi, j'avais arrêté les vidéos parce que je pensais que mes vidéos, elles servaient à rien. Ce message l'a remotivé, il a refait une vidéo. Cette vidéo, elle a été vue par Poisson Fécond, qui en fait lui a envoyé un message en mode, mec, si tu veux, viens nous coacher à faire des rêves lucides. On est avec Olivier Roland, d'autres personnes et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars qui s'appelle l'Ermite des Songes, il m'a dit, ah bah gars, si tu veux, il y a Poisson Fécond, Olivier Roland qui veulent que je les coache à faire des rêves lucides. Viens, on les coach ensemble. Et de là, moi, j'étais jamais parti de la Belgique, jamais parti d'Liège. J'avais 25 ans, j'étais juste dans mes études à lire mes articles tout le temps. Et donc, j'ai découvert un peu le côté vidéo, entrepreneuriat et tout, grâce à Chris, qui est devenu un de mes meilleurs amis là maintenant et qui on est tout le temps, on fait plein de trucs. Olivier aussi. Et donc, de là, ça a explosé. Mais ouais, la chance, quoi, tu vois, un peu, en vrai. Provoquer peut-être parce que si j'avais pas envoyé les messages voilà, donc comme quoi faut les provoquer. Je sais mais pas si c'est le message ou si ça venait même pas avant le message déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bonne question, je sais pas. Faut lire Romuald de Terrier pour ça, il donne des théories intéressantes là-dessus, se souvenir de son futur, c'est marrant. Ah, excellent. Ouais. Et j'aime bien l'idée. Et mais tu vois, on arrive à la fin, je regarde le timing et je me dis, est-ce que les rêves lucides, ça te permet pas de vivre une autre vie dans ta vie? Je pense que ça l'enrichit. Au début, moi, je voyais même ça comme une autre vie parce que tu as même une carte de tes rêves qui est là. Donc, tu as des lieux qui sont récurrents, qui restent. Mais tu te rends vite compte que tout contrôler, en fait, c'est pas si ouf que ça. Parce que j'ai fait des centaines et des centaines de rêves lucides à un moment limite. Et je me dis maintenant, je préfère à la rigueur les rêves classiques. Si je suis un peu lucide, c'est bien. Mais je préfère les rêves classiques. C'est pour ça que je fais plus trop de rêves lucides. Je continue à entraîner les exercices qui permettent d'améliorer ma perception de mes pensées, etc. Tu vois, tu me fais penser à quoi? Tu m'as fait penser au gars qui dit... moi, je voudrais avoir de l'argent à l'infini ou une vie à l'infini. Et en fait, comme tu sais que tu vas pas mourir, bah, c'est plus marrant au bout d'un moment. Tu vois, et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est genre, pareil. Ça m'a aidé à... T'as envie d'être surpris, quoi. Ah oui. Ah ben vraiment, tu te rends compte que contrôler tout, c'est chiant. C'est comme si tu avais des cheat codes à fond. Et vraiment, faut le vivre pour le comprendre. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait des tas de rêves lucides voient ce que je veux dire. Et ouais, c'est très... c'est fou. Comme quoi, finalement, à vouloir contrôler quelque chose, il y a une limite dans le sens où la vie, elle est quand même bien faite. Et le fait d'être surpris et de pouvoir s'adapter et de voir quelle réaction tu as et d'apprendre sur toi, plutôt que de contrôler et maîtriser dans une direction. Ah oui, et ça permet par l'expérience de le faire plus vite que de passer 30 ans et de te rendre compte après 30 ans, justement, parce que tu peux le faire plus vite en conjonction. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un sujet qui va exploser à fond dans les prochaines années quand il y aura plus de facilité à l'induire pour ceux qui ne sont pas prêts à faire les efforts pour... Tu peux te donner très rapidement comment on fait pour rentrer dans un rêve lucide? Ouais. Je sais pas s'il y a des protocoles ou... Si. De manière générale, je vais vous dire pour ceux qui veulent, parce que je donne tout gratuitement sur mon podcast, ça s'appelle le podcast, c'est Lucide sur toutes les plateformes, et donc il y a plein de vidéos, je parle de plein de choses, mais les vidéos numérotées, je donne vraiment par étape tout ce qu'il faut faire. Mais sinon, vraiment là, ce que vous pouvez faire, c'est, je veux dire, le plus simple, c'est de, plusieurs fois dans la journée, de regarder vos mains, de regarder si elles sont normales. Et en fait, à force de faire ça dans la journée, on va finir par le faire dans ses rêves. Et donc, la vision des mains... t'as créé un automatisme qui reste dans l'autre monde, dans le monde du rêve, en tout cas. C'est ça, qui se transfère. En fait, c'est pas l'idéal, mais au début, ça fonctionne parce qu'en fait, c'est plus un automatisme que vraiment quelque chose qui va faire de la métacognition. Parce que le meilleur moyen de faire ces tests de réalité, c'est même pas de se mettre une alarme ou de se dire, faut que je les fasse 30 fois par jour. C'est quand vous vous rendez compte que vous êtes trop en pilote automatique, en fait, de se dire, OK, wow, est-ce que là, je suis en train de rêver? Quand on est trop pris dans ses pensées, de réussir à s'arracher de l'inertie de ses pensées et à revenir à là maintenant. En fait, ce travail-là permet justement, comme je dis, le but, c'est pas de devenir lucide tout le temps, mais c'est de ne pas partir dans sa tête quand on n'a pas envie de partir. Et c'est pour ça qu'en fait, plein de gens là maintenant s'intéressent à ça pour améliorer leur vie parce qu'on est tout le temps dans notre tête. Là, j'ai une question qui me vient, c'est des fois, je suis dans mon rêve, je suis bien et je me dis, faut pas que je sorte. Et je sors. Ah bah oui. Tu vois,
Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu fais pour être lucide sans sortir? En fait, il faut stabiliser les rêves. Pour stabiliser le rêve et le faire durer plus longtemps, il faut ancrer des sensations dans le rêve parce que le cerveau ne peut pas process et les sensations à l'intérieur et à l'extérieur. Okay. Donc, si tu te frottes les mains, par exemple, dans le rêve, tu vas donc là, imaginons en fait, je suis pas ici, je suis en train de rêver. Bah, hop, tout commence à se déstabiliser, tout devient sombre, etc. Je commence à frotter mes mains et en me concentrant sur les sensations que je crée dans le rêve, je peux pas avoir mon cerveau qui part sur les sensations de moi dans mon lit. Donc, tu le focalises. Tu fais ça et en tournant sur toi-même. Comme une toupie. Parce qu'en fait, le mieux c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton système vestibulaire est relié aux zones qui produisent le sommeil paradoxal. Donc ça, c'est un cheat code là. Ouais, vraiment. Tu fais ça, tu tournes sur toi-même. Donc là, imaginons d'un coup, bah ok, tout fade up, tout se déstabilise. Je me lève, je tourne. Et après, je peux faire ce que je veux pendant un moment parce que ça rebooste un peu le. Excellent. T'as remis un coup d'étincelle, un coup de. Exactement. Ok. Ouais, ça, plus le fait de. Parce que moi, j'ai ce problème où je me dis, là, je suis bien, il faut pas que je sorte. Ah bah et dès que je dis la phrase, faut pas que je sorte. Tu peux être et sûr parce que du coup, ta mémoire devient trop active, tu commences à planifier et tout. Et ça, en fait, c'est là que donc, du coup, c'est le conscient qui revient? En fait, t'as certains process cognitifs, on va dire, qui font que ça te redonne trop de conscience et tu réactives trop. Si tu veux. Les étoiles repartent, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où c'est assez particulier, la lucidité. Pour rester dedans, il faut à la fois rester, conscient, mais pas trop conscient, sinon voilà. Ouais. Et c'est là aussi pour faire des actions comme je prends l'étude qu'ils ont fait sur le sexe dans les rêves, parce que tu peux faire ce que tu veux. Évidemment, tu peux faire apparaître un partenaire pour coucher avec. Et donc, ils ont fait une étude où ils ont demandé à une rêveuse lucide expérimentée de faire apparaître un partenaire avec qui elle allait coucher pour voir en fait ses paramètres physiologiques, comment ils allaient évoluer. Et donc là, ce qu'ils voient, c'est que tout bouge de la même manière. Donc, elle avait comme indication de montrer par un signal oculaire, je le fais très vite là, désolé, mais parce que j'imagine qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais par un signal oculaire, donc quand elle commence à coucher avec la personne, quand elle avait un orgasme, et du coup, on voit à tout ce moment-là que les muscles se contractent, etc., sauf son cœur, sa fréquence cardiaque, qui, elle, reste la même, malgré que sa fréquence respiratoire s'accélère. Et en fait, on se dit, OK, pourquoi est-ce que le cœur suit pas? Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, quand il y a des actions comme ça, que ce soit voler ou quoi, si on s'emballe trop, si on s'excite trop, en fait, l'adrénaline, nous réveille. Et donc, en fait, il faut réussir à faire tout ça en restant à la fois, en restant un peu neutre. C'est pour ça que, c'est toujours pareil. Après, je dis ça et puis je fais apparaître quelqu'un, il m'explique un truc de ouf et je fais, l'idée est trop bien, j'ai envie de continuer à parler avec pour qu'il m'explique la suite et puis je me réveille, je fais, merde. Donc, des fois, j'arrive à retomber dedans, des fois pas. Du coup, on n'a pas beaucoup de temps et j'avais une dernière question, j'en profite. C'est, est-ce que t'as suivi les travaux sur le flow? Le fait. Et est-ce qu'il y a un lien avec parce que dans les rêves lucides, je pense que il y a une partie de ton cerveau qui doit se déconnecter, d'autres qui sont peut-être quand je parle de la partie critique entre guillemets, est-ce qu'elle a généralement dans l'hypnose, il y a un moment ce sas critique, il n'existe plus, c'est-à-dire que je peux ouvrir la porte et me retrouver dans le désert, il y a aucun problème. Ouais. Et le flow, généralement, on est focus sur une tâche, mais on oublie aussi le cortex préfrontal, il déconnecte aussi, tu vois. Et je me dis, est-ce que dans le rêve lucide, t'as aussi est-ce que tu as toujours ce cortex qui est débranché à un moment ou pas ou... Pour moi, alors je suis pas du tout un expert, donc j'irai pas parler en termes de neurophysio, mais je dirais qu'en fait, ce qui se passe avec l'hypnose, c'est comme en général, il y a une relaxation qu'on induit. C'est ça qui va induire des images particulières que les gens vont voir. Que dans le flow, la relaxation, elle est pas tellement là. On est plus sur de l'hyperfocalisation. Maintenant, je pense que le flow, et c'est pour ça qu'en fait, l'hypnose, c'est compliqué de définir parce qu'on n'a pas encore une signature électrophysiologique spécifique de l'hypnose. C'est contrairement au sommeil, le stade N1, on sait quand on arrive au stade N1 parce qu'elle est à l'EEG, etc., tu le vois. Mais on va te parler de alpha-theta. Ouais, mais justement, ça c'est des trucs. En vrai, quand t'es vraiment dans ce domaine-là, tu vois que c'est plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que t'as l'activation, t'as la prédominance de tel onde par rapport à tel onde. En fait, c'est un système. Alors que avant, on a essayé de le répertorier. C'est un peu comme le cerveau avec les 3 niveaux. Et puis on voit qu'en finalement, c'est un système. Il n'y a pas forcément. C'est plus compliqué que ça. T'as les zones, plus t'as la connectivité entre les zones. Et puis des fois, même si on mesure ça, imaginons avec un IRM qui mesure l'oxygène qui est consommé par chaque zone du cerveau. Faut imaginer que la consommation d'oxygène est la même que le glucose pour lequel il faudrait faire un PET scan du coup. Donc en fait c'est compliqué à en fait c'est vachement schématisé quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est génial ça parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes pour le moment qui critiquent un peu le côté mais onde cérébrale etc. C'est pas bien de simplifier comme ça. Moi je trouve que c'est ce qui donne envie aux gens de s'y intéresser. Moi c'est comme cerveau gauche cerveau droit, t'as des gens qui vont dire ça n'existe pas et que finalement mais je trouve que cette simplification donne envie aux gens de s'y intéresser. Pour moi ça fait avancer le truc.
Ça le fait pas reculer. Et c'est ça, en fait, Ouais. et oui, ça attire. C'est comme Ouais. là, pour moi, je pense que c'est le premier podcast où je parle aussi loin dans les détails, dans les rêves lucides, mais parce que justement, comme Ouais. toi, tu connais bien ce domaine-là et que tu as déjà réfléchi énormément à tout ce qui est autour de la conscience, on peut en parler. Oui. Mais en vrai, limite, je donne des fois trop de détails Bien et sûr. c'est peut-être un peu casse-couille. Et les gens Tu peux perdre préféreraient, des gens. genre, Oui. tu vois. Bah, il y a des gens, ils vont te dire comment je fais pour y aller, comment je sors, et puis Ouais. et je fais mon expérience. Oui. Puis oui, les gens préfèrent dire, ah ouais, c'est cette activité-là, c'est comme ça, comme ça. Et en fait, je trouve que la nuance, elle doit arriver après. Si les gens aiment le sujet, ils vont dedans et ils se rendent compte qu'en fait, c'est toujours plus compliqué. Merci beaucoup, Stéphane. Bah, merci à toi, c'était trop bien. C'était top. Merci. Merci à toi, et puis j'espère qu'on en refera une. Eh ben, avec grand plaisir. Plaisir. Je viendrai chez toi. Ah bah, de ouf, quand je fais une séance. Ça marche.